Ni la perte de l'autonomie, ni la perte de la conscience de soi ne rayent les individus de la communauté des humains. Même si elle ne le sait plus, cette personne a occupé une place, sa place dans son monde, celui de la famille, de l'amitié, du travail. Elle a été le parent, l'enfant, l'ami de multiples autres. Elle a tantôt été au centre d'un réseau, tantôt enserrée de multiples filets. Il existe toujours, malgré sa défaillance. Et il y a toujours sa place, qui ne peut être effacée. De Françoise Héritier. La crise sanitaire, les plans de confinement, d'allègement ont fortement fragilisé les plus vulnérables, en l'occurrence les personnes âgées. Les premières décisions prises en lien avec cette épidémie finalement qui était inconnue s'attachaient uniquement à contrôler le virus. Et on en était tous là. Il était vraiment très difficile de se projeter autrement à cette époque-là, autrement que dans le besoin de protection des populations. Aussi, la dimension de restriction des libertés prise à l'échelle du pays s'est quand même rapidement installée à l'EHPAD, dans les EHPAD, et puis à l'hôpital également. Et au départ, on doit bien le reconnaître, sans forcément trop se poser de questions. Il y a eu l'arrêt des activités, des repas en collectivité, des visites des familles, des sorties. Un peu tout ce qui faisait la vie en EHPAD, et tout ce qui faisait la vie en général, et même la vie à l'hôpital. S'est installée, du coup, la méfiance des proches, le tout renforcé, on doit bien le reconnaître, par la médiatisation. Et il nous a fallu quelques semaines pour corriger et pour se réinterroger finalement sur nos pratiques. Cette crise nous a bousculés et au plus fort de la crise, on a quand même choisi, en équipe pluridisciplinaire, gériatre, infectiologue, direction, encadrement, soignants, de re-questionner en permanence nos décisions, mais là sous un angle éthique. Et ça nous a permis d'apporter finalement un autre regard à la lecture des restrictions qui nous étaient demandées et une vraie réflexion sur le bénéfice-risque des choix que l'on mettait en place était à chaque fois posé. Et c'est justement ce travail-là qui fait qu'on a pu rester digne dans les prises en charge proposées à nos patients, à nos résidents et retrouver au fur et à mesure la confiance de chacun. Alors l'information du patient et de son entourage en ce qui concerne le projet thérapeutique est primordiale. Cette information, elle doit être précoce, préalable aux soins, en dehors de l'urgence, mais surtout elle doit être claire, adaptée au degré de compréhension du patient. Elle doit être délivrée dans des bonnes conditions qui permettent au patient et à son entourage de poser toutes les questions nécessaires à, à l'acceptation justement de ce projet. Cette information, elle ne doit pas être unidirectionnelle non plus. C'est-à-dire que le patient, il doit pouvoir être impliqué, il doit pouvoir participer à son projet quand son état le permet. Sinon, son entourage doit être impliqué de la même manière. Tout ça, cette implication dans le projet, ça permet également l'acceptation. Bien sûr, même si cette information elle a été délivrée clairement, dans de bonnes conditions, que le patient a été impliqué, il arrive qu'on se retrouve face à un refus de soins. Dans ce cas, il convient bien sûr de reformuler, de réénoncer un petit peu le projet, mais dans tous les cas, le refus doit être respecté. Et c'est souvent une situation vécue comme un échec par les soignants, de se retrouver face à un refus de soins, mais si l'information a été et les explications du projet ont été optimales, alors c'est pas un échec. Et on se retrouve
plutôt face à une nouvelle mission pour le soignant qui est d'accompagner ce refus et d'accompagner le patient dans les complications qui peuvent découler de ce refus. Je suis Marie-Lise, assistante sociale. Je suis Stéphanie, infirmière. Avec le docteur Aufort, médecin gériatre, nous constituons l'équipe mobile de gériatrie de l'hôpital de Melun. Notre rôle est d'évaluer, de définir et de coordonner le meilleur projet et de soins et de vie de la personne âgée, et ce, dès son entrée aux urgences, en tenant compte, bien sûr, de ses besoins fondamentaux, de son bien-être et de sa volonté. Nous réalisons une évaluation globale auprès du patient et de son entourage. Pour cela, il nous faut connaître et comprendre son contexte de vie. Quel est son environnement? Quelles sont ses habitudes de vie? Quelle est son autonomie? Quelles sont les aides extérieures dont il bénéficie? Il est important de connaître son entourage proche afin de l'associer au projet de soins. Nous coordonnons également le parcours de soins de la personne dans l'hôpital et dont les soignants à la prise en charge spécifique de la personne âgée afin que celle-ci se déroule dans un environnement le plus bienveillant possible. Nous anticipons également sa sortie de l'hôpital afin de maximiser sa sortie lors du retour à domicile et afin d'éviter une nouvelle hospitalisation. Les animations en EHPAD permettent de donner du sens au projet de vie des personnes accueillies, en les gardant actifs au travers d'activités adaptées à leurs capacités et à leurs envies. Chacun doit pouvoir participer pour profiter pleinement aussi bien du caractère social que ludique de notre animation, sans être bridé par son état de santé. Les différentes activités proposées sont conçues par nous deux et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, avec comme objectif créer du lien social entre les résidents et l'équipe, stimuler les capacités de chacun, prévenir également la perte d'autonomie, offrir du bien-être aux résidents et assurer un mode de vie surtout qui a du sens, favoriser également les liens extérieurs. Nous proposons donc des ateliers autour des sens, l'atelier sensoriel ou l'atelier Snozelen, des ateliers mémoire et d'expression, comme la créativité, autour des capacités physiques telles que le judo, l'atelier équilibre ou la gymnastique douce, les nouvelles technologies, visio avec les familles ou jeux sur tablette, les sorties extérieures et les événements au sein de notre établissement. Ces activités tiennent toujours compte des capacités physiques et intellectuelles du résident, et elles sont naturellement jamais figées dans le temps. Un vrai soin, pour moi, c'est un soin qui prend en compte la personne dans sa globalité, avec toute ma bienveillance. On parle des besoins élémentaires. Les besoins élémentaires, c'est éliminer, se protéger du chaud, du froid, manger, boire, dormir. C'est les besoins vitaux de la personne. Par contre, attendons-nous pas plus quand on se sent vulnérable, comme le sont nos sujets âgés. Moi, j'ai envie d'apporter en plus mon sourire, mon respect, mon attention et ma bienveillance au sens large du terme. La personne en face de moi, elle a des envies, des idées, de l'expérience, plusieurs années d'expérience.
il est important de ne pas la réduire à une chose. Je pense qu'on aura quand on aura tous compris qu'on a face à nous, non pas des personnes âgées, mais des personnes, alors on fera vraiment un travail de qualité et c'est ça qui est important selon moi. Je suis le docteur Lemaire, je suis médecin responsable de l'équipe mobile des soins de support et des soins palliatifs de l'hôpital de Melun, équipe qui est composée d'un infirmier et d'une psychologue. Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Cette approche globale a émergé grâce aux usagers et aux familles dans les années 60, en Angleterre notamment. Les soins doivent intervenir précocement, parfois même dès l'annonce du diagnostic, par exemple dans le cas des cancers. Ils s'adressent aux malades en tant que personnes et sujets de soins, mais également aux proches et aux soignants. La question de la présence des proches dans une institution à l'aune de la fin de vie est au cœur de notre humanité. Les soins aux mourants et les rituels de deuil existent depuis la préhistoire. Ils concernent les agonisants, mais surtout les vivants dont ils facilitent le deuil. L'accompagnement du patient passe par son confort optimal, avec la gestion des symptômes insupportables, comme la douleur, comme l'anxiété, et par le recueil de ses souhaits pour lui-même, en s'appuyant notamment sur les directives anticipées dans le cadre de la loi Leonetti. L'attention aux familles nécessite un cadre de visite élargi, un accès à la sérénité et à la spiritualité dans des lieux de répit familiaux situés au cœur même des services. L'anticipation de la fin de vie doit donc être pensée et réfléchie en amont, spécifiquement dans chaque service. Pour conclure, la troisième idée forte pour nous sont la formation et le temps pour les soignants à la prise en charge de la fin de vie, ce qui n'est pas simple dans l'hôpital hyper technique d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, notre objectif est de faire de l'entourage du résident accueilli un partenaire privilégié dans notre connaissance de son proche et dans le respect de ses valeurs. Nous rencontrons les futurs résidents lors d'une visite de préadmission afin d'identifier avec les proches quelles sont ses habitudes de vie, ses attentes, ses croyances et ses besoins. Nous identifions quelle personne de l'entourage est à même de recevoir certains renseignements. Le résident définit une personne de confiance qui sera le lien avec le reste de l'entourage. Nous sommes à l'écoute des familles et des proches et communiquons autant que possible sur les variations de l'état de santé ou de l'humeur du résident, pour établir une relation de confiance, afin de les accompagner dans l'évolution inéluctable du grand âge. Alors, je suis nommée comme représentante à la commission des usagers, censée représenter les patients de l'hôpital. Mais c'est vrai que actuellement, je suis bénévole surtout dans des services de personnes âgées qui sont particulièrement vulnérables pour se défendre et pour faire remonter leur desiderata ou leurs réclamations auprès de services qualité. Mais c'est aussi, je dirais, une visite très agréable pour moi aussi
d'échanges avec elles, souvent donc des femmes très âgées, de plus de 90 ans. C'est vrai qu'il y a des pauvres gens qui n'ont aucune visite, hein, qui sont abandonnés, et qui ont été amenés par les pompiers, et je ne sais pas comment elles vont repartir quelquefois chez elles, mais quelquefois elles vont être dirigées vers des EHPAD ou des maisons de personnes âgées qui ne sont plus chez elles. Pour elles, c'est très difficile. Quand il y avait le Covid et que les familles étaient exclues de l'hôpital, nous avions des tablettes, on faisait des missions WhatsApp où on mettait en communication la personne avec sa famille. C'est vrai que c'était aussi très émouvant d'arriver à mettre en communication des personnes dans un lit avec des enfants, des petits-enfants, des cousins qui étaient éloignés. Et ils restent toujours à veiller à ce que l'écoute, l'échange soit en première ligne du soin. Parce que les gens ne peuvent aller mieux que si ils se sentent écoutés et accueillis. Voilà. C'est une grosse question, du coup, cette conciliation entre intérêt collectif et individuel. Je pense qu'on a beaucoup évolué au cours de la crise qu'on a vécue sur les 2 ans sur le poids qu'on mettait entre le collectif et le poids de l'individuel. Clairement, initialement, on est vraiment privilégié le collectif, le côté scientifique, et je pense par urgence et par peut-être manque de travail avant, de réflexion sur ces sujets-là, justement. Et que ce soit en EHPAD ou à l'hôpital, je pense que les mois et l'évolution de l'épidémie nous ont aussi appris à justement remettre de l'humain, remettre de l'éthique dans les réflexions, de se rendre compte que finalement des décisions collectives d'origine scientifique pouvaient aussi avoir un impact humain très délétère, et également un impact médical et scientifique très délétère qui découlait en fait par conséquence de l'impact humain et social. Le meilleur exemple, c'est vraiment les EHPAD avec ce qu'on a appelé le syndrome du confinement, avec finalement des décès de personnes âgées par déshydratation, par manque de visite, par manque de lien social, par manque du coup de stimulation à l'hydratation, à l'alimentation. Je pense que aujourd'hui, on n'est plus dans la même logique, parce que d'abord, on a appris à connaître les milieux des EHPAD en y allant, en allant voir comment ça se passait pour aller aider, ne pas forcément aujourd'hui l'investir comme un milieu hospitalier comme on aurait pu le faire à l'époque, mais vraiment le réfléchir comme un lieu de vie avec des individualités et le respect de ces individualités et de cette humanité, sans privilégier les soins à outrance, entre guillemets.